Je m'appelle Célestine Vautret et j'ai 92 ans. Je me lève chaque matin à 6h15 sans réveil. Je prépare mon café, torréfaction foncée, 2 cuillerées, sans sucre, et je m'installe près de la fenêtre de ma cuisine pour regarder les mésanges se disputer autour de la mangeoire que j'ai accrochée au vieux chêne il y a 17 ans. Ensuite, je fais mes étirements, je prends mon petit déjeuner et j'aborde ma journée. Personne ne m'aide à faire tout cela. Pas d'infirmière, pas d'aide-soignante, pas d'employé en chaussures à semelle caoutchouc frappant à une porte qui n'est pas vraiment la mienne, me demandant si j'ai pris mes médicaments du matin avec cette voix habituellement réservée aux petits enfants et aux golden retrievers. Je vis dans ma propre maison, je prends mes propres décisions, je me couche quand je veux, je mange ce que je veux, je m'habille comme je veux, ce qui, pour être précise, n'est presque jamais du beige. Et je veux que vous compreniez quelque chose avant que je vous raconte la suite. Il y a 4 ans, ma famille a essayé de me placer dans un de ces endroits. Pas parce que j'étais malade, pas parce que j'étais tombée ou que j'avais oublié mon prénom ou confondu ma petite fille avec une étrangère. Ils ont essayé de me mettre en maison de retraite parce que je venais d'atteindre mes 88 ans, que mon mari Bertrand venait de mourir et qu'ils avaient peur. Ils avaient peur, et cette peur, je le comprends maintenant, ressemblait beaucoup à de l'amour. Mais ce n'était pas l'amour qui guidait la décision, c'était la commodité habillée en inquiétude. Et j'ai failli les laisser faire. Je veux vous raconter ce qui m'a fait changer d'avis, parce que l'histoire n'est pas celle que vous attendez. Elle ne commence pas par une révélation dramatique, ni par un moment héroïque de lucidité. Elle commence par un mardi après-midi, une chemise cartonnée beige, et un chiffre si grand que j'ai dû le lire 3 fois avant d'y croire. Bertrand et moi avions été mariés 61 ans quand il est mort. C'était un homme discret, ingénieur civil qui aimait les mots croisés, les poires pas tout à fait mûres et les œuvres complètes d'un dramaturge norvégien dont la plupart des gens n'ont jamais entendu parler. Nous n'étions pas riches, nous étions rigoureux. Nous avons économisé. Nous avons fini de rembourser la maison dans une petite ville du Nord, le genre d'endroit où les gens vous font encore signe depuis leur allée et où la quincaillerie appartient à la même famille depuis l'époque de De Gaulle. Quand Bertrand a reçu son diagnostic, une affection dégénérative touchant son équilibre et sa coordination, nous avons pris une décision ensemble. Nous le garderions à la maison. Nous adapterions le logement, barre d'appui dans la salle de bain, une rampe à l'entrée latérale, un lit médicalisé dans la pièce que nous appelions toujours la véranda, à cause des grandes fenêtres orientées au sud. Nous avons engagé une aide à temps partiel, une femme prénommée Odessa, qui venait 3 matins par semaine et qui était, à mon avis, l'une des personnes les plus compétentes et les plus dignes que j'ai jamais rencontrées. Bertrand est mort chez lui, dans la véranda, un jeudi matin d'avril, les fenêtres ouvertes et le bruit de la tondeuse du voisin au loin, ce qu'il aurait trouvé à la fois banal et parfaitement juste. C'était 14 mois avant que mes enfants me fassent asseoir à la table de cuisine avec la chemise cartonnée. Ma fille Philippa est une femme d'une formidable énergie organisationnelle. Elle avait fait ses recherches. Elle avait imprimé des brochures, des tableaux comparatifs, des étoiles tirées de divers sites gouvernementaux et une liste manuscrite de questions qu'elle comptait poser lors des visites. Elle avait visité 3 établissements à distance raisonnable. Elle avait parlé à une assistante sociale et à un spécialiste en gériatrie et, je crois,
à un notaire, bien que je n'ai jamais vraiment compris cette partie-là. Elle a fait glisser la chemise sur la table vers moi et a dit « Maman, on veut juste que tu sois en sécurité. » Je me souviens d'avoir regardé la chemise et d'avoir pensé « Ce n'est pas une question de sécurité. La sécurité, c'est un verrou solide, un bracelet d'alerte médicale et un voisin qui a votre clé de rechange. Cette chemise, c'est autre chose. Mais je n'ai pas dit ça. J'ai dit que j'allais la regarder. Et je l'ai regardée. J'ai lu chaque page. J'ai examiné les photos de résidents souriants, jouant à des jeux de société dans des salles communes inondées de lumière et mangeant ce qui semblait être une nourriture d'assez bonne qualité. J'ai lu la section sur les plans de soins individualisés et la programmation centrée sur le résident et les opportunités d'engagement communautaire. Et puis j'ai trouvé la page avec les tarifs. L'établissement que Philippa avait classé en première position, celui avec les plus belles photos et la meilleure note, demandait 9 400 € par mois pour une chambre individuelle standard. 9 400 € par mois. J'ai posé la chemise, j'ai pris un stylo et j'ai fait le calcul au dos d'une enveloppe, comme Bertrand me l'avait appris, parce qu'il disait toujours que les chiffres qu'on écrit de sa propre main sont les seuls chiffres auxquels on peut faire confiance. 9 400 € multipliés par 12 mois, 112 800 € par an. L'Européenne moyenne qui atteint 65 ans, j'avais lu quelque part, peut espérer vivre jusqu'au milieu de la quatre-vingtaine. J'avais 88 ans. Supposons, généreusement, qu'il me restait 5 ans, ce qui voulait dire, j'ai écrit le chiffre, 564 000 €, un demi-million d'euros, plus d'un demi-million d'euros, pour une chambre dans un bâtiment rempli de gens qui ne me connaissaient pas, qui ne m'avaient pas choisi comme voisine, qui ne pourraient pas vous dire que je prends mon café bien serré ou que j'ai une intolérance particulière à l'odeur de lavande synthétique ou que ce que j'aime le plus le matin, c'est les mésanges qui se chamaillent. Et j'ai pensé, avec cette somme, je pourrais faire à peu près n'importe quoi d'autre. Voici ce que j'ai fait à la place. Je ne l'ai pas fait seule, et je veux être honnête là-dessus, parce que l'une des grandes malhonnêtetés de ces conversations est l'idée que l'indépendance signifie la solitude. Non, l'indépendance signifie que les choix sont les vôtres. Les personnes autour de vous peuvent faire partie du plan. Elles ne peuvent simplement pas être celles qui tiennent le stylo. La première chose que j'ai faite a été d'appeler mon voisin Ozymandias. Oui, c'est son vrai prénom. Sa mère était professeure de littérature avec des opinions bien arrêtées, qui a 74 ans et est architecte à la retraite. Ozzy redessinait des maisons depuis des décennies. Je lui ai demandé s'il voulait bien parcourir ma maison avec moi et me dire ce dont elle avait besoin pour rester sûre et habitable pendant la prochaine décennie. Il est venu le samedi suivant avec un bloc de papier jaune et un mètre ruban. Nous avons passé 4 heures à inspecter chaque pièce. Il a dressé une liste. Elle était plus longue que je ne l'espérais et plus courte que je ne le craignais. Les modifications structurelles, élargissement des portes dans la salle de bain et la chambre, une douche de plein pied, un meilleur éclairage dans le couloir, une entrée de plein pied sur le devant, revenaient à un peu moins de 31 000 €, main-d'œuvre incluse. J'ai engagé un entrepreneur local prénommé Vasilis, qui avait déjà travaillé dans la maison et qui, plus important encore, était quelqu'un en qui j'avais confiance pour me dire la vérité sur ce qui était porteur et ce qui ne l'était pas. Pendant les travaux, j'ai passé un deuxième appel à une femme que j'avais rencontrée une seule fois lors d'un repas paroissial 6 ou 7 ans auparavant, qui s'appelait Sophronia et qui, à ce repas,
m'avait dit qu'elle travaillait dans la défense des droits des personnes âgées. J'avais conservé sa carte dans la petite boîte en bois sur mon bureau où je garde les choses que je pense pouvoir avoir besoin un jour. Sophronia est venue prendre le thé et nous avons parlé pendant 3 heures. Elle m'a appris des choses que personne ne m'avait dites auparavant. Elle m'a parlé du réseau de coordinateurs de soins à domicile dans notre région, de la différence entre les soins de confort et les soins infirmiers spécialisés et lesquels la plupart des gens ont effectivement besoin la plupart du temps. Des gestionnaires de soins gériatriques qui pourraient m'aider à construire un plan de soutien formel que je contrôlerais, et des documents juridiques, une procuration durable, une directive anticipée, une déclaration personnelle détaillée de mes préférences, qui protégerait mes choix si jamais j'atteignais un point où je ne pourrais plus parler pour moi-même. Elle m'a aussi dit, très doucement, mais sans rien atténuer des chiffres, ce que la recherche dit réellement sur les résultats dans les établissements de soins par rapport aux soins à domicile pour les personnes âgées qui ne sont pas médicalement complexes. La recherche n'est pas tendre avec les établissements. Elle ne l'est pas sur les mesures de la dépression, sur les mesures du déclin cognitif, sur les mesures des taux d'infection. Et, peut-être le plus surprenant pour les gens qui supposent que les maisons de retraite sont plus sûres, elle n'est pas tendre non plus sur certaines mesures des taux de chute, parce que les chutes en milieu institutionnel se produisent pour des raisons spécifiques au milieu institutionnel, environnement non familier, désorientation nocturne, équipe de nuit insuffisante. Je ne dis pas que tous les établissements sont mauvais, je dis que l'histoire qu'on nous raconte, que s'installer dans un de ces endroits est le choix responsable, sûr et aimant, n'est pas aussi clair qu'on la présente. C'est une histoire façonnée, au moins en partie, par une industrie qui a un intérêt financier considérable dans son récit. C'est là que vit la tension de mon histoire, et je veux y rester un moment, parce que je ne veux pas que ça semble plus facile que ça ne l'était. Après le départ de Sophronia, j'ai appelé Philippa. Cette conversation a été l'une des plus difficiles que j'ai jamais eues. Non pas parce qu'elle était cruelle, elle ne l'était pas. Non pas parce qu'elle avait tort de s'inquiéter, elle n'avait pas entièrement tort. C'était difficile parce qu'elle agissait à partir d'un type de peur que je reconnaissais, une peur que j'avais moi-même portée quand ma propre mère vieillissait, et je savais de l'intérieur à quel point cette peur semble réelle et à quel point elle vous rend certain de vos conclusions. Je lui ai dit ce que j'avais décidé. Je lui ai parlé des travaux, de la coordinatrice de soins que j'allais engager, des documents juridiques que Sophronia m'avait aidé à comprendre. Je lui ai dit que j'allais construire un plan, un vrai plan, avec des imprévus et des décideurs nommés, et un processus clair de réévaluation si ma situation changeait. Je lui ai dit que ce plan la protégerait elle aussi, parce qu'il signifierait qu'elle ne serait jamais dans la position de prendre des décisions sans orientation de ma part. Elle est restée silencieuse pendant longtemps, puis elle a dit « Et si quelque chose t'arrive quand tu es seule ?» Et j'ai dit « Philippa, quelque chose pourrait arriver quand je suis entourée de gens. Quelque chose est arrivé à ton père alors qu'Odessa était dans la pièce à côté. Nous n'avons pas le pouvoir d'empêcher que la chose arrive. Nous avons le pouvoir de construire la vie que nous voulons vivre quand ça arrivera. » Elle a pleuré. Je l'ai laissé faire. Je n'ai pas pleuré parce que j'avais déjà pleuré seule dans la véranda la semaine précédente, regardant par les fenêtres que Bertrand avait aimées, et j'avais décidé que j'en avais fini de pleurer l'avenir et que j'allais commencer à le vivre à la place. Laissez-moi vous dire à quoi ressemble ma vie maintenant, à 92 ans. J'ai une gestionnaire de soins gériatriques, une femme prénommée Hildegarde qui est, je pense, l'une des personnes les plus perspicaces que j'ai jamais rencontrées, qui coordonne mes soins. Elle n'est pas ma patronne, elle est ma consultante.
Nous parlons toutes les 2 semaines et elle fait une évaluation formelle tous les 6 mois. Si quelque chose change, c'est le premier appel. J'ai une aide à domicile qui vient 5 matins par semaine. Elle s'appelle Thessalie, elle a 31 ans et vient d'un pays que je ne nommerai pas parce qu'elle tient à sa vie privée. Elle m'aide pour le bain, ce qui est devenu nécessaire il y a environ 18 mois, et pour une partie du ménage le plus lourd. Elle a aussi des opinions très tranchées sur la télé-réalité, ce que je trouve à la fois déconcertant et divertissant, et nous en discutons avec beaucoup d'enthousiasme pendant qu'elle plie mon linge. J'ai un service de livraison de courses et un service de kit repas pour les soirs où je n'ai pas envie de cuisiner, ce qui est plus souvent qu'avant, mais moins souvent que les gens semblent le supposer. J'ai une voisine, pas Ozzy, une autre, une femme plus jeune, prénommée Erzébeth, qui a emménagé il y a 3 ans, qui a ma clé de rechange et mes coordonnées d'urgence, et qui prend de mes nouvelles sans en faire tout un événement, ce que j'apprécie plus que je ne saurais le dire. J'ai une tablette que j'ai appris à utiliser à 89 ans parce qu'Ozzy s'est installé à cette table de cuisine chaque mardi après-midi pendant 6 semaines jusqu'à ce que je comprenne. Je fais des appels vidéo à mes petits-enfants, je lis le journal, je regarde une quantité de documentaires animaliers qui pourraient parfois être qualifiés d'alarmantes. Et j'ai ma maison, mon café, mes mésanges. Le coût mensuel total de tout ce que je viens de décrire, la gestionnaire de soins, l'aide, les courses, les kits repas, les différents services et abonnements et équipements adaptés, est d'environ 3 200 € par mois. Comparez cela à 9 400. La différence, sur 5 ans, représente plus de 370 000 €. Cet argent est encore à moi. Une partie ira à mes petits-enfants, une partie à financer une petite bourse à l'université populaire locale à la mémoire de Bertrand. Il aurait trouvé ça à la fois gênant et secrètement merveilleux. Le reste est un coussin, une liberté, la preuve que la planification et la pensée claire sont plus puissantes que la peur. Je réfléchis à pourquoi nous n'en parlons pas davantage. Pourquoi la conversation sur le vieillissement tend à se réduire à un choix binaire, soit vous vous débrouillez bien et personne n'a besoin de s'inquiéter, soit quelque chose a basculé et la solution est un établissement, avec très peu d'examen du vaste territoire navigable qui se trouve entre les deux. En partie, je pense, c'est parce que nous avons construit une culture dans laquelle le vieillissement est traité principalement comme un problème logistique à résoudre, plutôt que comme un chapitre de vie à vivre. Les personnes qui prennent les décisions concernant les personnes âgées sont souvent des personnes plus jeunes qui ont peur, qui sont fatiguées et qui opèrent sous une énorme pression pratique. Les systèmes qui existent pour soutenir le vieillissement, l'assurance, la sécurité sociale, l'appareil de santé en général, ne sont pas conçus autour de la question de ce à quoi ressemble une bonne vie. Ils sont conçus autour de la question de ce à quoi ressemble un risque gérable. Je comprends cela. Je n'en suis pas en colère. Mais je pense qu'il est important de le nommer clairement, parce qu'on ne peut pas naviguer dans un système sans comprendre ce que ce système optimise réellement. Et je peux vous dire, avec la clarté de quelqu'un qui a passé 92 ans à observer comment les choses fonctionnent, que l'industrie des maisons de retraite n'optimise pas la qualité de vie de votre grand-mère. Elle optimise les taux d'occupation, la gestion des responsabilités et la commodité des gens qui ne sont pas votre grand-mère. Ce qui ne signifie pas que chaque personne qui travaille dans ces établissements est indifférente ou peu aimable. La plupart des personnes qui travaillent en soins directs dans n'importe quel contexte accomplissent un travail profondément difficile et sous-rémunéré avec un dévouement sincère.
C'est un argument structurel, pas un argument individuel. Voici ce que je veux dire à quiconque se trouve dans la position où se trouvaient mes enfants il y a 4 ans. Votre peur est réelle, votre amour est réel. Ces 2 choses sont vraies, et aucune d'elles n'est la même chose qu'avoir raison sur la solution. Avant de signer quoi que ce soit, avant de visiter des établissements, avant d'avoir une quelconque conversation avec une assistante sociale employée par un établissement ayant un intérêt financier dans un résultat particulier, allez parler à une gestionnaire de soins gériatriques qui travaille de façon indépendante. Pas une affiliée à un système d'établissement, une indépendante. Demandez-lui de faire une évaluation. Demandez-lui de vous dire honnêtement quel niveau de soins est réellement nécessaire et quelles options existent pour fournir ces soins. Ensuite, faites le calcul. Obtenez les vrais chiffres. Écrivez-les de votre propre main. Et puis, si la personne que vous aimez est capable de participer à la conversation, et vous pourriez être surpris par ses capacités, parce que nous avons une tendance culturelle remarquable à sous-estimer la clarté cognitive des personnes âgées. Ayez cette conversation avec elle. Pas à elle, avec elle. Demandez-lui ce qui compte, demandez-lui ce qu'elle craint, demandez-lui à quoi ressemble un bon mardi, parce qu'un bon mardi, café, mésange, conversation sur le linge, peut-être un documentaire animalier, c'est ce dont nous parlons réellement. C'est la chose qui vaut la peine d'être protégée. Et voici ce que je veux dire à quiconque à mon âge ou s'en approche, et qui est resté assis tranquillement pendant que d'autres faisaient des plans à son sujet. Vous avez le droit d'être celui qui tient le stylo. Je sais que cela peut sembler plus facile de laisser faire, de laisser des gens qui vous aiment prendre les décisions, de reculer devant l'énergie qu'il faut pour s'affirmer, quand s'affirmer a commencé à ressembler à un conflit, et que le conflit a commencé à sembler épuisant. Je connais ce sentiment. Il y a eu beaucoup de jours dans les mois qui ont suivi la mort de Bertrand, où le chemin de moindre résistance avait une sorte d'attrait terrible. Mais voici ce que je sais à 92 ans, que je ne savais pas à 50 ou 60 ou même 70. L'énergie que vous dépensez à défendre votre propre vie n'est pas de l'énergie gaspillée. C'est l'énergie la plus importante que vous ayez. C'est la chose qui vous maintient vous-même. Je ne suis pas la même femme qu'à 50 ans. Je suis plus lente, je me fatigue plus facilement. Mes genoux sont, franchement, une catastrophe diplomatique. Mais je suis entièrement, complètement, reconnaissablement moi-même. Je sais ce que je pense, je sais ce que j'aime, je sais à quoi je veux que mes mardis ressemblent. Personne dans une chambre beige, avec un calendrier d'activités préprogrammé, ne va me donner ça. Je l'ai construit moi-même, avec de l'aide, une aide bonne, choisie, respectueuse, mais moi-même. Il y a 4 ans, ma fille a fait glisser une chemise cartonnée sur ma table de cuisine et m'a dit qu'elle voulait que je sois en sécurité. Le mois dernier, Philippa est venue passer un long week-end. Nous nous sommes installés dans cette cuisine, ma cuisine, avec mon café et ma vue sur mon chêne et mes mésanges qui se chamaillent. Et nous avons parlé pendant des heures, comme nous le faisions quand elle avait la vingtaine, et que j'étais une femme qui semblait, pour elle, avoir toutes les réponses. Nous avons parlé de Bertrand. Nous avons parlé de ses propres peurs face au vieillissement. Nous avons parlé de ce à quoi ressemble une bonne vie et comment on sait qu'on la vit. Avant de partir, elle s'est arrêtée dans l'embrasure de la porte et m'a regardé un long moment. Elle a dit « Tu avais raison, maman ». J'ai dit « C'est généralement le cas ». Elle a ri, ce qui était le but. Puis elle est montée dans sa voiture et est repartie vers sa propre vie, et je suis retournée vers la mienne,
et les mésanges étaient toujours là, toujours en train de se chamailler, exactement là où je les avais laissés. J'ai 92 ans. Je suis complètement, obstinément, joyeusement là. Et je n'ai aucune intention d'aller nulle part.